à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On remet ça aujourd'hui avec une clôture mensuelle très propre, on va en parler bien sûr dans cette vidéo. Merci Taro Coco par rapport à ton partage, j'aime bien en fait prendre un petit peu de recul et passer en mensuel, trimestriel, voire parfois annuel, même si le faible historique de Bitcoin ne nous permet pas d'en tirer des fractales probantes. On va parler également de la SEC, on va parler 4Gemini, on va parler de la dette, parce qu'il y a Money Radar qui a partagé un truc extrêmement intéressant. On reparlera aussi d'Ubisoft, puisque ça a un petit peu bougé. Sur le Discord d'hier, j'ai été sollicité, avec grand plaisir de vous en parler. Et on finalisera cette vidéo par ce que l'on attend tous, et qui, à ce moment-là précis, devrait être considéré par la grande majorité comme un non-événement. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le code des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, dans le documentation ici. C'est un forum, vous y trouverez une stratégie qui s'appelle la stratégie 4 euros. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen long terme, voire très long terme. Également, je vous remets ici, pour vous souhaiter la bienvenue sur le Discord des rois du marché, je mets à disposition de l'ensemble de la communauté un petit questionnaire. C'est que vous pouvez passer en fait en membre validé ou en membre confirmé. Lorsque vous remplissez ce petit questionnaire-là, ça permet de mieux me connaître et de mieux vous connaître et les membres de la communauté. N'hésitez pas à le remplir si ce n'est pas déjà fait, et je le reprendrai cette semaine pour toutes celles et ceux qui l'ont fait précédemment. On va parler Bitcoin très rapidement, on passe à la clôture mensuelle. Regardez à quel point c'est chirurgical. Honnêtement, on peut difficilement faire mieux. On a parfaitement clôturé par rapport à la précédente résistance qui faisait maintenant office de support en mensuel juste ici, aux 29 275 $. Je suis actuellement sur Bitfinex. Bon, on continue un petit peu à attaquer vers le bas. On l'avait dit hier, vous m'avez fait beaucoup rire, d'ailleurs, sur les commentaires YouTube. Ça y est, si Hermès devient bearish, vous pouvez long pendant 24 heures. Perdu, hein, faites attention à ça, ne vous surexposez pas, on attend nos objectifs. Attendez bien que le cours vienne à vous, même si l'objectif, c'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est encore une fois de gagner. Donc si vous avez mis en place un plan, si jamais vous sortez de ce cadre-là, c'est que c'est de l'émotionnel. Et l'émotion est le pire danger, hein, et le pire ennemi d'un trader amateur ou même professionnel. Bien évidemment, c'est dans le temps hein, qu'on apprend à gérer ses émotions et son stress, et on le travaillera bien plus à partir de l'année prochaine, à partir de la rentrée septembre. Donc formidable par rapport à ces clôtures. Honnêtement, ça reste totalement boule ici. Vous avez une magnifique engulfing pattern. Enfin, c'est juste ultra propre en fait. Pour moi, j'attends cette accélération par rapport à notre ami Bitcoin. Ensemble, sur des vues en mensuel ici, vous avez eu donc la confirmation sur les clôtures de bougies, une acceptation. On peut attendre formidablement l'accélération ici pour aller chercher des objectifs un peu plus hauts. Ma première target que je vise depuis plusieurs mois maintenant, ce sont les 36 000 $, enfin 33 000 $ target d'MS, 36 000 $. C'est mon TP principal par rapport à mon long que j'ai pris sur les 20 000 $. Et 42 500 $, la neutralité gagne 0,50% de tout le précédent mouvement. Et notre ami King Jun en mensuel, tout simplement. Bon, on va poursuivre sur une toute petite time frame parce que c'est aussi ce qui nous intéresse. On fait des vidéos relativement courtes et relativement condensées, mais on peut parler un tout petit peu très court terme ici. On va revenir par rapport à notre petite boîte verte. Donc on commence à y arriver tout doucement, mais sûrement. On a quelques divergences qui sont en train de se mettre en place, qui sont actuellement potentielles. Juste ici, notamment en 4 heures, ici ça monte, hein, vous le voyez très bien sur le récit, ici ça baisse. Ça veut dire quoi? Consolidation. Et actuellement, on est en train de consolider plutôt sur un haut de range. L'objectif pour les verts et les range traders, nous envoyer en bas de range, très proche des 25 000 $. Vous avez énormément de bloqueurs avant cela. Et je pense qu'un 0,50 de tout le précédent mouvement n'est pas complètement délirant. Pourquoi? Parce que je vous montre ça, divisé par 54, c'est pour vous donner une charte beaucoup plus belle. Bon, j'ai même fait des trucs ici, hein, sur des fois 54 comme quoi. C'est juste incroyable, on va passer ici, juste là, en weekly, et on va prendre un petit Fibo. C'est assez simple en fait à faire. Vous le prenez sur les bottoms, vous le prenez ici sur les tops, boum, 0,50. Hein, vous êtes exactement 0,50, un petit peu profondément parce que pour le coup c'était pas très chouette au niveau de la crise bancaire. Vous continuez exactement de la même façon. Vous allez prendre ici le creux en fait par rapport à cet arrachement haussier et vous allez chercher les 0,50 un tout petit peu plus profondément. Oui, Gary Gensler n'a pas été très sympa à ce moment-là. Bon on continue la musique, hein, finalement. Vous prenez les bottoms, enfin le creux, et vous prenez le top provisoire et on peut aller chercher les 0,50, voire un tout petit peu plus profondément. On ne change pas une équipe qui gagne. Dans ce flux acheteur, on achète les creux, on n'achète pas les résistances bien évidemment, donc on attend que le cours vienne à nous. Juste ici, c'est exactement ce qu'il est en train de faire tout simplement. Donc ça pourrait être encore bien plus profondément, hein, puisque c'est un petit peu quelque chose qu'on avait vu ici, là où on s'était fait vraiment peur. Dès lors, qu'est-ce qu'on attend? On attend des clôtures. Hein, c'est vraiment très ardu en fait de prendre des longues là-dedans, et on a pris un long là-dedans, on a même rechargé un long là-dedans, mais
c'est émotionnellement extrêmement ardu. Donc si en fait vous êtes devant vos graphiques et devant votre exchange préféré et que ça vous semble aisé de prendre un trade, bah c'est peut-être que c'est pas le bon moment. Pour être tout à fait honnête avec vous, il faut qu'un trade soit ardu. Ardu émotionnellement. On a tous des émotions. Bien qu'il faille réellement réfléchir comme un robot, il faut qu'on ait des émotions et il faut que ces émotions soient difficiles pour nous. Il faut qu'elles soient dures, il faut qu'elles soient émotionnellement ardues et non pas aisées, tout simplement. Voilà, je pense que c'est très important de le rappeler. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, c'est assez limpide, bah, c'est en fait difficile de prendre ce trade ici. Il serait potentiellement difficile parce qu'on avait tendance à le prendre bien avant, en réalité. Donc ça reste quand même relativement, enfin, c'est ardu. Ça reste quand même difficile. Parce que si on va aller chercher, non, on va aller chercher l'oblique, non, on va aller chercher machin, non, on va chercher le premier arrêt, non, on va chercher. Vous avez énormément de bloqueurs, mais ça reste ardu en fait d'aller le chercher sur les 28 000 $, voire beaucoup plus profondément sur les 25 000 $, qui sera donc catalysé automatiquement et obligatoirement par une news. Et la news, on va la voir juste après parce que ça peut être un catalyseur extrêmement important. Juste avant cela, on fait un tout petit peu d'order flow. C'est exactement ce que je ne veux pas voir sur Cognalyse. C'est ceci. En fait, une recrudescence au niveau des comptes, notamment sur un ratio long short plutôt en faveur des shorts ici, qui est accéléré et les top traders plutôt en décroissance. Je vais vous le remettre ici, comme ça vous avez exactement la même chose que moi. Long short position, ratio top trader, plutôt en dépression, en dégradation juste ici et plutôt en forme d'évolution et d'augmentation par rapport à l'ensemble des comptes, notamment sur Binance. Vous avez le ratio long short plutôt en faveur des shorts ici. Vous avez des spreads toujours négatifs, tout simplement. Et vous avez en fait une forme de latéralisation au niveau des CVD. Pour l'instant, on est en train de ranger, on est dans un énorme range, mais clairement pas envie d'observer ça, même si on a un tout petit regain d'intérêt par rapport à un achat de dip. Si ce sont les particuliers qui achètent le dip, ça ne fonctionne malheureusement pas. Je vous avais d'ailleurs dit hier quelque chose d'extrêmement important, c'était ceci. Si les whales lâchent, on va le sentir passer. Bon, ça n'a pas loupé. En fait, les whales ont tout simplement sell market. Et puis, on a cassé en fait des petits supports. Ici, des petits lots. Donc, elles peuvent continuer. Ici, vous avez les violettes et ici, vous avez les marrons. Bon, ça peut continuer à se dégrader et repartir même complètement dans les chaussettes. Et on se retrouvera très proche des 28 000, 27 000 $. Donc, attendez que le cours vienne à nous. Attendez... regardez bien les baleines et les mouvements de flux. C'est très, très difficile à trader en fait en intraday ou en scalping parce qu'en fait, nous sommes dans des ranges, dans des plus petits ranges, dans des plus petits ranges, dans des plus petits ranges et on tente en fait d'installer des dynamiques vendeuses dans des ranges acheteurs. Donc être contre tendance, c'est extrêmement difficile. Donc shorter là-dedans, c'est extrêmement difficile. En revanche, prendre des tech profits, notamment sur les 30 000 $, c'était une excellente idée. Et c'est d'ailleurs ce que la plupart d'entre nous avons fait. Je continue avec ceci. Je trouvais ça très intéressant. Merci Taro Coco, un buy Taro Coco. Tu peux même le mettre si tu veux sur TradingView. Tu peux mettre un petit texte ici avec, je sais pas si tu as un Twitter, mais ton Twitter, moi ça me dérange pas de vous mettre en avant et puis aller rejoindre votre Twitter ou vos réseaux sociaux préférés. Il n'y a pas de problème aussi si tu partages ce type de choses. Donc regarde, je te remercie infiniment de le faire sur le Discord. Et tu nous as proposé ce type de fractal temporel entre octobre. Je crois qu'on avait déjà fait ça en avril, mais c'est vrai que c'est plutôt propre. Et souvent, en fait, au niveau des octobres, on a des explosions ici ou des espèces de top. Tu t'es mis ici en logarithmique. Moi, franchement, je trouve ça plutôt propre. Et je suis d'accord avec toi. Octobre 2025, tous les chemins mènent à Rome. Moi, je le partage à 100% d'ailleurs. J'avais fait ce type de choses et qui, alors, c'est pas sur la même. C'est sur une même temporalité, mais j'avais pris des objectifs par rapport à des cercles Fibonacci. Et franchement, 230 000 $. Donc, je valide ce que tu dis, tu vois. C'est assez intéressant puisque l'objectif, en fait, c'est de confronter nos propres idées et nos propres billets. Et quand tous les chemins mènent à Rome, l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est de sortir de là en survivant. C'est de survivre, en fait. C'est ça l'objectif. Donc, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Les ranges sont les plus difficiles, évidemment, à capturer. Et c'est très émotionnel. Et en fait, la quasi-totalité de la hausse sera faite sur une toute petite période de temps. En l'espace de 6 mois, ce sera réglé, l'histoire. Il faut bien le comprendre comme ça. Et c'est pas dans les 6 prochains mois. On sera ici plutôt sur le deuxième quarter 2025, si on est en octobre 2025. Vous voyez qu'on a réellement le temps chez les rois, donc soyez patients et on sera là bien évidemment pour regarder tout ça, mais il faut rester aussi jusqu'à preuve du contraire. Et on est dans de très bonnes en fait configurations pour avoir trouvé les bottoms de marché, même si rien n'est exclu. Il ne faut pas que ce soit irrémédiable ou irrévocable par rapport à votre money management. Faites attention à ça. On n'exclut clairement pas un Bitcoin à 12 000 $, bien que les news que nous sommes en train de voir l'excluent de facto. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va repartir juste ici
Non, c'est pas ici que je voulais vous mettre, c'est ici. Voilà, la SEC demande à Coinbase de ne plus proposer de trading crypto, sauf pour Bitcoin. En somme, la moralité de cette histoire, c'est la SEC déteste Coinbase et les crypto-monnaies, mais adore Bitcoin. Ok, bon, bah je crois que c'est finalement la SEC qui permet de valider finalement ces bottoms générationnels sur Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en racheter un tout petit peu moins cher. J'ai parfois ce type de commentaires sur les commentaires YouTube. Je partage cette idée-là. Attendez bien que le cours vienne à vous, mais logiquement, vous êtes exposé sur Bitcoin jusqu'à preuve du contraire. Et l'idée, c'est pas de se surexposer. Mais j'ai beaucoup aimé en fait cette approche-là, puisque c'est à peu près ce qu'on doit en fait en résumé, c'est que la SEC dit OK Bitcoin, c'est clairement pas de notre responsabilité ou de notre champ d'application. Donc Bitcoin commodities très probablement est beaucoup plus large en fait, et beaucoup moins restrictif si vous êtes sur la FTC que si vous êtes régi par la SEC tout simplement en tant que valeur mobilière. Par contre, il y a quelque chose qui est dramatique par rapport à ça, puisque Gary Gensler, et notamment à travers la SEC, a demandé à Coinbase d'enlever l'intégralité de ses crypto-monnaies de son échangeur, hormis Bitcoin. Hormis Bitcoin. Il faut bien comprendre qu'actuellement, on ne le ressent pas vraiment au niveau de nos graphiques, etc. En fait, on n'a pas des drawdowns qui sont extrêmement puissants. Mais ça peut être un fort catalyseur parce qu'ils finiront par avoir quelque chose. Il faut bien le comprendre. Donc, ce que je vous préconise, et ce que je vais faire moi-même de mon côté, que j'ai déjà eu fait dans le passé, si vous voulez maximiser vos chances de survie par rapport aux cryptoactifs, regardez celles et ceux qui sont le plus décentralisés. Il faut qu'elles soient le plus décentralisées possible. Je vais prendre des exemples assez simples. Avalanche, par exemple, c'est relativement bien décentralisé. Vous prenez Ethereum, honnêtement, c'est extrêmement décentralisé. Vous prenez Atom Cosmos, c'est décentralisé. Vous prenez Polkadot, vous prenez des Layer 2, vous prenez tout. Le plus décentralisé possible. Tout ce qui est centralisé finira très probablement par être impacté par la SEC. Et je pense que c'est la bonne démarche. Pourquoi? Parce que la philosophie même de toute cette rupture technologique, c'est bel et bien la décentralisation. C'est bel et bien la décentralisation. Donc il faut maximiser cette équation-là pour essayer de faire le tri dans nos crypto-monnaies préférées. S'il n'y a réellement pas de décentralisation, je pense honnêtement que ça finira par être délisté par l'ensemble des échangeurs. Si c'est délisté par l'ensemble des échangeurs, honnêtement, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de choses à faire sur ces crypto-monnaies. Ce sera de moins en moins liquide et ça aura très probablement perdu 90 ou 95% de leur valeur à partir de maintenant. À partir de maintenant, dans les prochains mois ou prochaines années. Donc faites très attention à ça. Cherchez la décentralisation, quitte en fait à faire des arbitrages et à reconcentrer sur des projets beaucoup plus capitalisés. C'est malheureusement la norme. Ce qui d'ailleurs en fait très probablement, et ça c'est important aussi de bien le comprendre, qui en fait mettra des barrières extrêmement importantes à l'entrée. Pourquoi? Parce que en fait, toutes les crypto-monnaies via ICO, via mécanisme de seed, via mécanisme, etc., 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 sont de toute manière, de facto, à leur genèse, 100% centralisées. C'est ensuite, en fait, qu'elles sont décentralisées. Donc, le seul moyen, si vous voulez, de proposer demain, et ça peut être intéressant pour nous, des projets qui sont suffisamment décentralisés, c'est de les dropper. Donc, tous les ICO n'existeront plus demain. Voilà, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas aujourd'hui des belles opportunités, je ne dis pas du tout ça. Je dis juste que la quasi-totalité des projets cryptoactifs de demain seront nécessairement droppés. Et la meilleure blockchain et aujourd'hui le meilleur projet qui permet en fait de percevoir ces airdrops de façon quasiment mécanique et automatique sur certaines phases en fait d'évolution du projet, c'est Atom Cosmos. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc pour le coup, en disant cela, je renforce mon billet vis-à-vis d'Atom Cosmos par rapport à ces mécanismes de drop qui sera nécessaire en fait pour prouver la décentralisation et assurer la décentralisation des projets. On ne pourra plus lever des fonds, en tout cas il faudra trouver de l'argent juste différemment sur des business models qui aujourd'hui n'existent pas. Il faut bien le comprendre. Il n'y a pas un business model qui est réellement viable, bien qu'on peut mettre en place des mécanismes de burn, etc., sur certains projets, et notamment sur BNB, et notamment sur Ethereum, et notamment sur etc., etc. Ça a été même plutôt la norme, voire comment on dit ça, la mode et la norme depuis l'année 2021-2022, c'est burn pour essayer de maintenir en fait une certaine attractivité par rapport au supply et pas trop en fait alimenter une forme de baisse naturelle et mécanique. Donc, est-ce que ça va continuer dans ce sens-là? La question, bien sûr, reste ouverte, mais le business model devrait être trouvé. Burner des tokens n'est pas un business model. Vous pouvez bien sûr l'imaginer. Voilà pour ça. J'espère que vous avez été clair. Donc, moralité de ça, c'est 1.
Faites très attention à vos cryptoactifs qui ne sont clairement pas suffisamment décentralisés et qui finiront très probablement par être impactés par la SEC parce que ce ne sera pas tout ou rien, hein. Ils finiront par tirer des cartes et ils finiront par faire mal sur les flancs. En fait, c'est l'objectif. Ils partent jamais bredouilles, en fait, ces gens-là. Il faut le comprendre, hein. Donc, il faut juste être pas dans ce bateau-là, finalement, et essayer dès maintenant d'arbitrer. Je pense que la direction de la décentralisation en grand 2 finalement est peut-être la meilleure solution et la meilleure approche possible pour survivre et pour voir nos projets en fait performer, en tout cas continuer à exister dans les prochaines années. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, on reparle de l'IA, parce qu'on parle de SEC, mais on parle IA également. Capgemini va investir 2 milliards d'euros dans l'IA générative. Bon, grosso modo, tout le monde s'y met. Est-ce considéré ou pas comme une opportunité? On peut aller regarder Capgemini, hein, de façon extrêmement bête et disciplinée. Capgemini, une belle entreprise française du CAC 40. Est-ce que oui, non, c'est une opportunité? Pour ma part, ce n'est clairement pas une opportunité, bien qu'on peut se retrouver dans une forme de distribution de wake-off juste ici, mais c'est toujours la même chose, hein. Accumulation, distribution, donc une distribution même avec plutôt un beau regain là, au niveau des liquidités par rapport au crack Covid. Et puis d'ailleurs, on peut retrouver où ça? Dans une zone de rechargement, d'achat, moyen terme, long terme. Quand on voit ce truc-là, à quel moment c'est intéressant ou pas d'investir, sachant que maintenant qu'on a brisé le premier arrêt de tout le précédent mouvement, l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un petit tour dans une zone de rechargement de vente logique, moyen terme, long terme, pour créer en fait des formes de patterns de wake-off, hein. Ça peut être des trucs un peu comme ça, vous voyez, hein, vous connaissez un peu l'idée, hein. Et puis après, derrière, on peut retrouver dans une zone de rechargement d'achat. Je reste sur mon année du réel, donc ça pourrait vraiment décrocher parce qu'il n'y a pas eu un réel impact par rapport à cette annonce de plusieurs milliards de dollars ou milliards d'euros d'annonce par rapport à l'intelligence artificielle pour pouvoir proposer ça à leurs clients et pour pouvoir être beaucoup plus compétitif par rapport à ces ruptures technologiques, enfin ces évolutions technologiques successives, parce que on parle de l'intelligence artificielle depuis les années 50, hein, il faut quand même le savoir, et à chaque fois on a les mêmes refrains, et puis ce n'est jamais différent, finalement ça retombe comme un soufflé, et je pense que ce ne sera pas différent cette fois-ci, ça va retomber comme un soufflé. C'est pour ça qu'on peut éventuellement essayer de jouer des phénomènes de bulles, hein. C'est ce qu'on a fait comme travail la semaine dernière sur le live, par rapport au S&P 500 hors impression monétaire ou enfin, slash M2, hein, hors impression monétaire et hors masse monétaire. Je trouvais ça plutôt intéressant de l'avoir. Pour l'instant, c'est clairement pas le chemin que ça prend et peut-être que le soufflet va déjà retomber. Dès lors, à quel moment en fait c'est le plus intéressant actuellement pour pouvoir investir sur le moyen long terme au niveau de Capgemini? Si vous y êtes et vous avez l'amendement, j'ai envie de dire c'est tout le temps. Il n'y a pas de problème avec ça si vous y travaillez. Maintenant, moi, j'attendrai toujours la même chose, une zone de rechargement d'achat. Vous allez prendre les bottoms, vous allez prendre ici les tops provisoires. On n'a pas fait de nouveau high, une zone de rechargement d'achat entre les 91 ici et les 56 dollars. C'est pas maintenant qu'on va acheter évidemment du Capgemini, sauf si vous êtes plutôt swing. Pourquoi? Parce qu'on est en train de travailler le premier arrêt et on voit bien que le premier arrêt il tient depuis plusieurs mois maintenant. Donc ça peut être super intéressant de repousser et de redémarrer un flux, tout simplement. Hein, c'est super important et c'est plutôt ce qu'on est en train d'observer. Donc le risque-récompense est beaucoup moins intéressant par rapport aux perspectives, notamment macroéconomiques vis-à-vis mondiale ou européenne. Franchement, c'est pas grandissant l'histoire, mais techniquement, c'est jouable en fait ce play-là. Et je pense que beaucoup le jouent. D'ailleurs, si vous regardez quelques économistes plutôt marché traditionnel sur YouTube ou sur BFM Business, etc., ou trade ou pas trade ou des machins comme ça, ils sont plutôt fans de Capgemini sur un premier arrêt. Clairement, ils ont raison de le faire, quoi. Mais c'est des traders. Hein, c'est pas des investisseurs long terme à la mort Capgemini dans 10 ans, quoi. Après, ça reste des rendements suffisants. Il n'y a pas de problème avec ça. Troisième chose, pardon. Vous savez que les Lannister payent toujours leurs dettes. En référence à Game of Thrones. Donc on va parler de dette. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer ici, d'un point de vue complètement délirant. On va partir sur Twitter, Money Radar. La dette US a augmenté de 1800 milliards d'euros depuis la crise du plafond de la dette. Donc c'était le fameux shutdown potentiel que j'avais d'ailleurs annoncé. Et finalement, ils ont trouvé un accord in extremis. Mais bon, tant mieux parce que moi, ça n'a pas affecté le mining de Bitcoin et les crypto-monnaies puisque les républicains sont plutôt côté crypto, côté Bitcoin et les démocrates un petit peu moins. Donc il n'a pas réussi à faire passer sa loi en fourre-tout par rapport à son accord. Donc je me suis trompé là-dessus. On n'est pas rentré au shutdown, mais on aurait pu l'être, ça n'aurait pas été très différent. Ils auraient fini par trouver un accord. Donc c'était pour moi un non-événement. D'ailleurs, les marchés financiers n'ont clairement pas réagi. Et c'était plutôt aussi à ce moment-là. Donc c'était pas très grave. Hein. Je le considérais plutôt comme un non-événement. Que ça se passe ou que ça se passe pas, c'était pas très très grave pour ma part. On avait fait cet exercice-là. Mais néanmoins, il a fallu 209 ans aux US pour ajouter les premiers 1800 milliards de dollars de dette. Ça vient d'être fait en 8 semaines après un accord historique sur le plafond de la dette. Ceci est insoutenable.
Ceci est insoutenable. Alors oui, il ne faut pas comparer les dollars d'il y a 200 ans en arrière aux dollars d'aujourd'hui, etc. Mais c'est toujours la même chose par rapport à qui et par rapport à quoi. Il faut comprendre que les Africains, il faut comprendre que les Asiatiques, il faut comprendre que les Espagnols, il faut comprendre que les Français, il faut comprendre que les Argentins, il faut comprendre que les Libanais, il faut comprendre que, etc., etc., etc. Non, en fait, eux pas profiter. Et, et bien au contraire, en fait, ont participé à la richesse des États-Unis grâce à cette monnaie. Alors ça s'est accéléré à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que les perdants payent les gagnants. C'est comme ça que ça marche. Ça ne veut pas dire qu'en fait c'est délirant ce qu'on est en train d'observer. C'est juste que ce n'est pas tenable dans le temps et ce n'est pas tenable indéfiniment. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc généralement, pour instaurer et imposer une monnaie, notamment internationale, il faut montrer patte blanche. C'est ce que les Américains ont fait pendant extrêmement longtemps. Et depuis qu'ils ont plutôt gagné leur pari des années 40, c'est incroyable. C'est juste incroyable ce qui s'est passé. On parle de 32 000 milliards de dollars d'impression monétaire, collatéralisée surtout par de la dette, mais de la dette confiance, finalement. Et qui a d'ailleurs surtout profité aux Américains. Je l'avais d'ailleurs tweeté, c'est bien le problème. Je pense que c'est le bon moment pour vous en parler. Peut-être que je ne vous l'avais pas dit ça. Mais regardez. La Maison-Blanche dit que le président Biden est le président qui a le plus contribué pour l'économie américaine et pour le peuple américain. Le plus contribué. Eh bien, c'est bien tout le problème. Lorsqu'on est les États-Unis, c'est pour chaque taillant en fait qu'il faut faire plus. Ceci ne peut pas durer indéfiniment. Et tout se recoupe. Et ils sont d'ailleurs en tension actuellement, notamment avec ce phénomène de dollarisation, de BRICS, de nouvelles monnaies asiatiques, etc. Même s'ils nous ont sorti que c'était pas du tout l'objectif de faire une nouvelle monnaie, mais bien sûr, c'est évidemment, c'est évidemment faux, parce qu'ils prévoient tout et quelques années, voire dizaines d'années en avance. Quand je vous parle en fait que les Lannister payent toujours leurs dettes, c'est très facile de payer une dette quand on a la possibilité d'imprimer de l'argent à l'infini. Ce qu'il faut comparer si on fait en fait ces rétrospectives par rapport à Game of Thrones, c'est en fait qui est contre les Lannister, qui est contre en fait finalement cette omerta, qui est contre en fait ce statu quo, qui est contre etc. Où les Lannister ont pris le pouvoir par la force, donc par la guerre, c'est pas très différent des Américains, comme on peut bien sûr le comprendre et en déduire, qui est en fait l'anti-Lannister si vous voulez. Ce ne sont pas les peuples en réalité, c'est pas la reine, je ne sais même plus comment elle s'appelle, Daenerys. C'est pas, etc., etc., etc. C'est le dragon. En fait, le game changer dans Game of Thrones, c'est d'avoir des dragons. Et dans notre économie réelle, si on peut faire un raccourci assez simpliste, le dragon aujourd'hui c'est Bitcoin. C'est Bitcoin. Donc, soit vous êtes contre Bitcoin, donc contre le dragon, et vous en payez le prix, parce que c'est probablement inéluctable, soit vous avez adopté le dragon, vous avez apprivoisé le dragon, et à ce moment-là, vous pouvez potentiellement survivre et voire prospérer. Même si ça finit mal à la fin, vous pouvez tout de même prospérer. Et on est revenu finalement sur une forme de démocratie à la fin de la saison 8, pour ceux qui l'ont vu. Je trouvais ça plutôt sympa, et le dragon est parti. Je pense dès lors que Bitcoin n'est pas là en fait pour transformer ou pour changer tout notre système et notre gouvernance, je pense qu'il est plutôt là pour le sauver et pour le maintenir et pour le pérenniser. C'est à peu près... voilà, je voulais faire ce petit raccourci, je trouvais ça assez rigolo. Et je vais vous poser d'ailleurs une question, parce que je viens d'y penser en même temps en parlant de ça, même si ça n'a strictement rien à voir. Vous avez des résultats d'entreprise aujourd'hui, demain, donc PayPal, vous avez Shopify, vous avez Qualcomm, vous avez Unity, vous avez Robinhood. Je regarde Robinhood, j'espère que les résultats seront bons pour avoir éventuellement des cassures de résistance, pour que je puisse prendre des investissements là-dedans. Vous avez donc demain soir Amazon, vous avez Apple, vous avez Coinbase, mais vous avez aussi Wish. Est-ce que vous vous rappelez de Wish? Wish, ça a été sorti du pays français et du paysage français par Bruno Le Maire par rapport à des produits qui ne respectaient absolument pas les normes européennes, donc les fameux CE qui étaient mis quasiment au coloriage, sur des produits chinois. Beaucoup de produits, alors certains disent que ce sont des bons produits parce qu'il y a les photos, parce qu'on peut les tester, etc. D'autres disent que c'est des produits qui sont à très bas coût et qui ne sont pas du tout de bonne qualité. Bon, vous essayez de faire le juste milieu là-dedans. J'ai juste envie de vous rappeler et de comparer Wish peut-être à une forme de crypto-monnaie. Vous vous rappelez en fait
de la très forte exposition médiatique de Wish lorsqu'il a pénétré le marché européen. Et d'ailleurs, il a pénétré le monde dans l'espace d'un claquement. D'ailleurs, c'est plus Wish, mais ça a changé. Il y a une nouvelle marque parce qu'ils ont réussi à rentrer, mais ils ne sont pas rentrés sur Wish. Ils sont rentrés sur un autre truc. On se fait bombarder sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, etc. de ce machin-là. Ou sur Google. Hein. J'en peux plus de recevoir des trucs prix barré, chaussures 149 €, prix barré 1,99, prix de lancement. Donc c'est du Wish en fait derrière. C'est la maison mère de Wish qui est derrière. Est-ce que vous vous rappelez de cette hype-là? C'est une hype sans précédent. Or, aujourd'hui, Wish continue à proposer ses produits à travers le monde, est quand même bien représenté et a d'ailleurs réussi à repénétrer le marché français. À ce moment-là, comparez-le comme une forme de hype par rapport à une crypto-monnaie. Et on va regarder l'action de Wish, parce qu'on peut presque penser que Wish est peut-être une bonne idée, une bonne approche, un bon investissement. Maintenant, c'est une question de morale et c'est une question d'appartenance. Est-ce que vous êtes ou pas consommateur de Wish? Si vous ne l'êtes pas, alors ne l'achetez pas. C'est ça qui est important. Au même titre qu'une crypto-monnaie que vous avez en portefeuille, même si c'est extrêmement difficile de l'utiliser aujourd'hui dans le comment ça s'appelle, dans notre quotidien, il faut quand même aller essayer de trifouiller pour voir si c'est intuitif, si c'est fluide, si c'est sécurisé, si c'est machin, si c'est truc, et aller se renseigner un petit peu sur les potentiels en fait de cette crypto-monnaie. Je sais que c'est très difficile à comprendre, et enfin pas forcément à comprendre, mais à intérioriser, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que beaucoup de crypto-monnaies font exactement la même chose et certaines le font mieux que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'elles gagneront, bien évidemment. C'est celles qui seront le plus utilisées. Donc il y aura un plus gros impact, si vous voulez, sur le marché et sur l'utilité de l'ensemble des humains demain, hein, par rapport à ces ruptures technologiques. Allons voir Wish. Par rapport à cet énorme phénomène de hype qu'on avait observé, en fait, il y a maintenant quelques années en arrière. On va aller sur Nasdaq. Wish. Contexte logique. Boom. C'est incroyable, hein. Voilà, ce qu'a fait Wish. Ça a été introduit donc en décembre 2020. C'est clairement une crypto, le truc, hein. Et il a perdu beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, vous avez à peu près moins 98, moins 99% de sa valeur. Et on parle ici bien de Wish qui va proposer ses résultats incessamment sous peu. Tout simplement. On peut clairement le considérer comme une crypto, ce truc. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'y aller? Est-ce que c'est pas intéressant? Ça perd des milliards, bien évidemment. Donc ça fait quelques millions, mais ça perd des milliards. On vendrait des paires de chaussures à 2,99, c'est difficile de faire du rendement, hein, vous pouvez bien sûr l'imaginer. Mais voilà, en fait, ce qu'on attend par rapport à un business model de bas coût, écologiquement parlant, c'est pas viable. Hein, la surconsommation, de mettre une paire de chaussures par jour, etc. Si vous avez commencé à aller sur ce site-là, vous achetez un produit parce que c'est bien marketé, puis derrière vous l'utilisez 2 fois et vous l'utilisez plus. C'est dramatique écologiquement, c'est que du plastoc. Personnellement, en termes de moralité, je n'y vais pas, personnellement. Et finalement, je crois que je suis pas complètement à côté de la plaque, parce que ça a quand même sacrément chuté, l'histoire. Et on ne peut malheureusement pas se permettre de rajouter à nos perdants ici. Ça ne fait pas d'argent, ça perd de l'argent. Ce truc-là n'a jamais gagné d'argent. Ça perd des milliards et des milliards et des milliards sur un business model qui, dans le temps, n'est pas viable. La croissance infinie de l'utilisation de nos ressources naturelles infinies pour une consommation mondiale, de surconsommation mondiale, ce n'est pas viable pour nous, ce n'est pas viable pour le business, ce n'est pas viable pour la planète. Donc ce truc-là se fait littéralement massacrer. Et donc c'est bien une question finalement de est-ce que je m'y vois, est-ce que je m'y retrouve, est-ce que je suis utilisateur ou consommateur de ce truc-là. N'investissez pas dans les trucs que vous ne consommez pas, n'investissez pas dans les actions que vous n'utilisez pas. Si vous n'avez pas Apple et si on passe notre temps à dire que Apple c'est moins bien que Xiaomi ou que c'est moins bien que Samsung, n'achetez pas des actions Apple, achetez des actions Xiaomi et des actions Samsung. Parce que émotionnellement vous serez beaucoup plus armé si vous voyez votre action en fait se déprécier par rapport à celle que vous avez malheureusement dénigrée, vient à s'apprécier. C'est sur le long terme qu'il faut réfléchir par rapport à ça. Je fais aussi toute petite bifurcation par rapport à Ubisoft, et je finirai là-dessus. J'aurais pas plus de choses à dire. Ça a été assez sympa au niveau des ruptures haussières ici en weekly, on va passer en weekly. Donc j'en ai beaucoup discuté dans le Discord des rois du marché, on m'a posé d'ailleurs la question, Mathie y a participé. Ceci pour moi n'est pas un W weekly, pour moi ceci est un V-bottom. Pourquoi? Parce qu'en fait à aucun moment on ne retrace les 0,618 du tout le précédent mouvement. Les V-bottom sont menés à retracer au même titre que ici, vous voyez, vous aviez par exemple des V-bottom ici. Ici vous aviez peut-être un W weekly, mais je suis pas sûr complètement, on va pas forcément le vérifier, mais clairement, on a bien compris qu'on avait en fait ce type de choses par rapport à des annonces, par rapport à des hypes précédemment. Et j'attends, moi, par rapport à mon scénario d'année du réel, enfin ce fameux deuxième quarter 2023, fin 2023, hein, on a le temps chez les rois.
bah, je pense que ça va probablement se dégrader. Donc, je préfère l'acheter donc beaucoup plus cher, personnellement, plutôt que de l'acheter moins cher, tout simplement. Je préfère l'acheter beaucoup plus cher. Je vais essayer de le reprendre par rapport à un x2 divisé par 2. Je crois que je vous l'avais pris aussi. On avait fait ce petit voilà, on avait fait cet exercice-là. Donc on peut clairement, en fait, je préfère avoir un investissement ici sur le pullback, ça veut dire qu'on fait les arrachements, on va peut-être même quasiment chercher le premier arrêt. Ici, on arrive sur une magnifique résistance, hein, tout simplement. Puis derrière, on va chercher un 0,618 dans une zone de rechargement d'achat. Moi, j'aurais gagné du temps et j'aurais éventuellement parfait mes billets par rapport à une année du réel, etc., ou une récession qui peut-être n'existera pas, pour être prêt à chercher peut-être un investissement 2 si finalement j'ai tort, voire un investissement 3 sur des magnifiques retournements en W weekly. Donc je suis plus en fait partisan de ce type de choses, mais vous avez également la possibilité de faire ça, hein, d'attendre en fait une magnifique structure, attendre en fait la force et aller chercher le roi de pique ici, toujours dans une zone de rechargement d'achat. En fait, sur Ubisoft, si vous aimez Ubisoft parce que vous jouez au jeu et vous êtes fan des jeux vidéo Ubisoft et vous pensez que Pandora, enfin Avatar Pandora, je sais plus trop quoi, ou Assassin's Creed, ou Star Wars, le nouveau, la Star Wars, qui est apparemment vraiment pas mal, mais bon, c'est toujours pareil, on est souvent déçu finalement des sorties des jeux, même s'il y a des forts défenseurs et des forts et des personnes fans, hein, des réels fans. Hein. Je pense qu'on rentre vraiment dans cette ère de communauté. Et aujourd'hui, l'univers vidéoludique, jeu vidéoludique en fait de la planète nous a bien montré que les communautés de players, de gamers étaient extrêmement puissantes, extrêmement fortes. Hein. Dernière en date, c'était GameStop hein, qui avait complètement explosé des hedge funds de plusieurs milliards de dollars. Honnêtement, bravo. Enfin, bravo, pas forcément bravo, mais il faut pas jeter trop vite la pierre aux gamers parce que honnêtement, ce sont des très fortes communautés. Et je pense qu'on rentre dans cette ère-là avec les crypto-monnaies. Donc, je serais plutôt partisan, moi, du rouge plutôt que le vert. Bien qu'en fait, dans les deux cas, en quoi ça peut être une opportunité pour moi, puisqu'en fait, je serai dans le train sur un investissement juste ici aux alentours des 0,23. Mais il faut confirmer, et on est en train de me confirmer. En revanche, je partage avec toi que vous avez une épaule, tête, épaule inversée, confirmée en weekly, et on peut aller chercher l'objectif où bah, je ne vais pas vous dessiner l'épaule, tête, épaule, mais juste ici, elle est plutôt propre. Hein. Vous allez le chercher là, vous le prenez bah, exactement sous résistance. Vous voyez. Voilà, c'est comme ça que j'ai un peu... Alors, je l'ai peut-être un petit peu trop fait là. Voilà, juste ici. Donc on peut aller chercher l'épaule tête épaule par rapport à cet objectif. Pour après derrière un petit peu retracer, et puis on se retrouvera d'ici octobre-novembre, peut-être avec des moins bons résultats. Que sais-je, hein. Mais voilà. Ubisoft, oui j'en aurai, mais je suis prêt à en acheter beaucoup plus cher, même si ça m'embêterait sur du pullback, mais à ce moment-là il faudra vraiment avoir cassé le premier arrêt, etc. Et honnêtement on y est loin, mais on est toujours dans une zone de rechargement. Sur de l'investissement long terme sur les 5 prochaines années, il n'y a aucun problème avec ça. Je finis juste sur une toute petite chose voire deux choses. Bon, c'est pas grave, si elle dure un tout petit peu long la vidéo. Présidentielle US, Ron Denis promet de mettre fin à la guerre de Biden contre le Bitcoin s'il est élu les crypto-monnaies. On en avait parlé il y a très longtemps. C'est de plus en plus en fait exacerbé. Je vous pose juste une question, répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous le voyez en fait ça sur vos fils d'actualité ou est-ce que c'est parce qu'en fait comme on est dans le Bitcoin et qu'on passe notre temps à regarder les trucs Bitcoin qu'on est en fait algorithmiquement happé par rapport à ces informations-là ou ces news-là. Donc je pense qu'on est quand même happé et suralimenté de ce type de news. Il faudrait regarder par rapport à des sondages qui sont faits américains. Donc généralement, ils vont commencer à arriver à année moins 1 en fait, des élections, donc d'ici novembre 2023, novembre-décembre 2023, où vous allez commencer à avoir des sondages. Et c'est pour ça en fait qu'actuellement, on s'en fiche un petit peu de ces news-là. C'est bon, on les connaît, on en a parlé il y a des mois et des mois en arrière. C'est clairement un non-événement et un non-sens d'en parler régulièrement. Mais c'est juste que dès que vous commencez à avoir des sondages sur Twitter, etc., sur en fait du public et du mainstream par rapport à une impétence sur les crypto-monnaies, ça peut être catalysant pour en fait recevoir des flux de capitaux de retail directement sur nos crypto-actifs préférés qui pourraient revenir par rapport à des jolis arrachements haussiers ou des continuations haussières ou des flux acheteurs qui seront alimentés aussi par le public, mais alimentés aussi par rapport à l'année entre guillemets de campagne électorale. Les années de campagne électorale ne sont pas forcément mauvaises pour les marchés. En parlant de tout ça, j'ai eu pas mal de personnes. Je le dis un petit peu tard, mais c'est pas très très grave, j'aurais dû le dire au début, mais si vous êtes encore là avec moi, vous êtes très nombreux à venir en fait me solliciter pour réclamer votre petit bonus Bybit suite à votre inscription. Donc je parle même plusieurs mois en arrière. Donc parfois j'ai essayé de les racoler, de demander directement à Bybit, etc. Donc là je le ferai qu'une seule fois. Si vous y êtes et si vous êtes concerné, vous avez juste en fait à mettre votre UID
et en cochant la case, je suis OK, j'accepte que mon idée soit rattachée à la communauté des rois. Comme ça, je vous débloque automatiquement les 25 USDT. Honnêtement, dans le doute, même si vous n'aviez pas réellement cliqué ou si vous étiez déjà inscrit, etc. Mais si vous n'êtes pas passé par une affiliation sur Bybit, honnêtement, faites-le, parce que je pense que ça pourrait passer et vous recevrez 25 USDT en bonus. Voilà, je le ferai qu'une fois. Je pense que je pourrais pas le faire. J'ai un petit peu forcé auprès du community manager au niveau de Bybit Europe. Donc je vous le mets là, je vous le plaque là, je vous le remettrai directement sur le Discord des rois du marché. Si vous avez le moindre doute ou si vous aviez en fait jamais reçu votre petit bonus de 25$, à ce moment-là, vous mettez votre UID, vous cochez la croix, et puis derrière, on les fera manuellement en fait pour les rattacher, on le fera qu'une seule fois. Voilà, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Dernière toute petite chose, c'est ici la moralité de l'histoire. Je l'avais introduit en fait tout au début en fait de cette vidéo. Course aux ETF Bitcoin, la deadline est surveillée. Donc la deadline a été proposée par plusieurs articles et plusieurs médias. Il est ici, je crois, voilà, c'est exactement là. Ainsi, pour la deadline finale, nous serons fixés entre le 14 et le 19 mars, bien que BlackRock soit peut-être le dernier, mais grosso modo, on aura tous plus ou moins une deadline finale. On parle bien de la finale, ça veut dire que la SEC ne pourra plus d'ici là repousser. Donc il peut très bien prendre une décision avant, hein, bien évidemment, pour dire oui, c'est bon, c'est validé et ce sera mis en place dans 6 mois. À ce moment-là, vous saurez exactement quoi faire. Hein. Ce sera buy the rumor, sell the news, bien évidemment. En tout cas, c'est clairement le parti pris que je prendrai à ce moment-là. Quel que soit en fait mes billets psychologiques, quelle que soit l'effervescence autour des cryptos, quelle que soit la valorisation du prix, même si Bitcoin est à 47 000$, je m'en fiche complètement. Pour moi, je prendrai mes profits à ce moment-là. Mais la deadline finale, ce sera entre le 14 et le 19 mars, d'après les sources de plusieurs articles cryptoactifs ou médias spécialisés. Ça peut être un tout petit peu plus, ça peut être un tout petit peu moins, bien évidemment, mais c'est surtout très proche de l'halving. C'est surtout très proche de l'halving. Donc ce sera en fait peut-être un double effet qui se coule, j'ai envie de vous dire. Il faut bien comprendre quelque chose. Il faut bien comprendre quelque chose. Si ça doit se passer, ne regardez pas ces dates-là. Regardez au minimum 6 mois avant. C'est très intéressant de le regarder 6 mois avant parce que 6 mois avant, c'est quasiment demain. C'est octobre, en fait, 6 mois avant. 5 mois avant, c'est à peu près octobre, novembre de cette année 2023. Il faut bien le comprendre comme ça. Il faut clairement que le jour en fait que la news paraît, type halving ou type ETF, il faut que pour la grande majorité des personnes qui sont actuellement acteurs de ce marché, ce soit considéré comme un non-événement. Un non-événement. Et si c'est considéré, je vous le dis et je vous le spoil tout de suite, s'il faut que ce soit ça pour en fait avoir des réels bull runs, des réels arrassements haussiers, pour qu'on mette un minimum de personnes, parce qu'on l'attend tous finalement, on se regarde nos petits trucs, ouais, c'est pas compliqué, j'achète là et puis j'attendrai les 200 000$. Ouais, je pense que c'est probablement la meilleure chose à faire, c'est souvent de rien faire. Franchement, je vous le témoigne et j'insiste sur ce cas de figure-là. Mais en fait, si on reste trop derrière les écrans, donc nous, on se sent un peu obligé de le faire, mais finalement, il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Il faut bien comprendre qu'il faut tenir et tenir longtemps, bien qu'en fait, psychologiquement et émotionnellement parlant, ce soit probablement considéré ces événements-là comme un non-événement. Dès lors, il faudra donc quoi en amont? Il faudra probablement un catalyseur. Le catalyseur, ça peut venir de la SEC, où toutes les cryptoactifs sont considérés comme des securities. Voilà, il prend le max en réalité. Soit, je ne sais pas moi, la Chine envahit Taïwan, effondrement sur les marchés financiers, récession dure. La Fed, en fait, qui continue à augmenter les taux et une très grande banque systémique qui est actuellement en train de mourir, alors que personne ne le sait, va finalement mourir. Et en fait, ce sera pour l'ensemble des personnes, même celles qui sont en fait actuellement sur ce marché, devra considérer ce type de choses comme extrêmement polarisant et un non-événement. Ce qui sera en réalité tout le contraire. Tout le contraire. Si vous vous mettez une seconde à la place de Fidelity, si vous mettez une seconde à la place de JP Morgan, de BlackRock ou de Goldman Sachs, ces gens-là ne réfléchissent pas à 6 mois ou à 1 an. Ces gens-là réfléchissent à, comment on dit ça, à une génération. En fait, ils vont de génération en génération. Ils préparent en fait génération après génération. Une génération, c'est une vingtaine d'années quand même. C'est 25 ans. Donc il faut vraiment, j'aimerais vraiment qu'on se rappelle de cette vidéo-là pour ça. C'est qu'au moment où en fait, on aura tous les breakouts haussiers, les nouveaux ATH, les nouveaux tout ce que vous voulez, rappelez-vous bien de ces dates-là, puisque à ce moment-là, il faudra réellement mettre un casque sur les oreilles pour dire « Ok, on le joue comme ce qu'on l'a dit il y a 8 mois ou 9 mois en arrière. » Pourquoi il faudra le jouer à ce moment-là? Parce que personne ne voudra le jouer, parce que ce sera extrêmement catalysant, mais je ne sais pas de ce qui va se passer. C'est plus que c'est exactement ce que BlackRock, etc. sont en train de préparer aujourd'hui. Eux, leur décision, ils l'ont prise. Leur objectif, il est très clair. C'est d'emmener en haut un minimum de personnes pour faire chuter le bateau avec un maximum de personnes.
Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo un petit peu plus courte sur les rois du Bitcoin.